RCF. Regarde à l'avance, vas-y. Allez, Liam. Tu vas? Et voilà, accroché à la main de sa maman, le petit Liam commence à s'impatienter. Sa mère discute avec la voisine et ça dure, ça dure. Non, mais tu peux pas rester tranquille 5 minutes, on va bientôt rentrer. Mais Liam sort tortille de plus en plus et ça va mal finir. Des scènes de ce genre, quel parent ne l'a pas vécu et pas toujours bien géré, faute peut-être de les comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle dit toujours non? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas prêter ses affaires? Pourquoi mord-elle ses petites camarades ou met des heures à s'habiller? Comment décrypter tous ces comportements? Quels sont les besoins de ses enfants, leur évolution de 1 à 5 ans? Comment y répondre en tant que parent? Bref, enfant, mode d'emploi, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va voir ça avec ma complice, Elisabeth Martineau. Bonjour. Bonjour Vincent. Elisabeth Martineau, est-il encore besoin de la présenter? Notre journaliste spécialisée dans les questions de petite enfance et parentalité, cofondatrice de l'association La Cause des Parents, et puis également mère de famille. Ils ont quel âge aujourd'hui vos enfants, Elisabeth? 8, 12 et bientôt 14. Mes grandes filles. Et c'est que du bonheur. Que du bonheur, de plus en plus. On va le dire comme ça. Alors ensemble, nous allons co-animer cette émission. Et puis comme invité, je crois qu'on a trouvé l'une des meilleures, celle qui va sauver la vie de nombreux parents. Isabelle Fillosa, bonjour. Bonjour. Ça me met en compétition. Tout de suite dans l'ambiance. Je vous laisse faire les présentations, Elisabeth. Isabelle Fillosa, qui est auteure de nombreux livres, 14, dont un best-seller. Et ce dernier livre, j'ai tout essayé, qui s'est vendu à 35 000 exemplaires. Isabelle Fillosa, qui a créé l'école des émotions, de l'intelligence des émotions. Vous faites le lien entre les émotions, l'intelligence. Vous allez nous en parler pendant l'émission. Vous êtes psychologue, psychothérapeute aussi. Vous donnez des conférences. Hier soir à Lyon, devant 300 personnes. J'étais présente. C'était un très, très grand moment. Il faut dire que Elisabeth est emballée par votre livre. Hein. C'est vrai que vous avez une fan absolue là. Je suis emballée, surtout mes enfants sont emballés. J'en ai parlé tout à l'heure. Oui, c'est vrai que c'est un livre les enfants l'ont lu aussi. Oui. Les enfants, tout le monde peut lire, comprendre, à travers les images. Quand on le parcourt, il est publié aux éditions Lattès, on peut tout de suite donner la référence. Quand on le parcourt avec ses dessins, ses exemples et puis ses commentaires, vraiment sans prise de tête, on se dit mais pourquoi on l'a pas eu plus tôt? Ça aurait été peut-être plusieurs dizaines de fessées pour les enfants et les prescriptions de Temesta pour les parents. Mais on a quand même des questions. Hein. Ça pose des questions aussi certaines choses, on va voir ensemble. Alors, comment traverser sans dommage la période de 1 à 5 ans? On va voir ça avec vous. Et puis, les questions, bien sûr, des auditeurs, auditrices. Vos questions, vos témoignages. Pourquoi il fait toujours ça? Pourquoi il fait jamais ça? Eh bien, on les attend. 04 72 38 20 23. Ou par courriel à votre service @rcf.fr. Et France, qui a été une petite fille modèle dans son enfance, eh bien, relayera vos messages à partir de 9h45. À votre service, Elisabeth Martineau, Vincent Bellotti. Tu n'y touches pas, lâche. Voilà. Reculer des habits. Qu'est-ce que tu fais? Quoi, t'en veux un an? Lâche le caddie pour la 10e fois. Vas-y, bouge encore plus. Voilà la scène du supermarché qui vire au cauchemar pour Juliette. C'est un extrait justement d'une émission que vous connaissez bien, Les Maternelles, Elisabeth Martineau. Encore. C'est bon, excellent. Vincent, c'est bon, j'ai compris. La scène du supermarché pour Juliette et ses 4 enfants. Et ça touche les vêtements, et ça met les choses dans le caddie, et ça court dans les allées. Est-ce que, Isabelle Filiosa, il faut enchaîner ses enfants au caddie quand on va faire ses courses? Déjà, on a besoin de réaliser ce qui se passe pour eux. En réécoutant la bande, est-ce que vous avez été attentif au nombre de bruits, à tous les bruits ambiants qu'il y avait? On se croyait dans une gare en tout cas, il y avait beaucoup de stimulation. Et l'enfant, le cerveau de l'enfant, n'est pas préparé à trier toutes ces stimulations. Donc lorsqu'il se retrouve dans un endroit comme un supermarché, mais ça pourrait être une gare, un aéroport, un endroit où il y a beaucoup de choses à voir, à entendre, il y a des sons que son cerveau n'est pas prêt à savoir trier. Il est complètement débordé. Il est totalement débordé. Et du coup, son cerveau est sous stress.
quand le cerveau est sous stress, dans un premier temps, il va chercher à se calmer. Et pour se calmer, il cherche à agir. Donc, il donne des consignes. Le cerveau dirige les membres de l'enfant, dirige ses yeux vers des choses. Il cherche quelque chose qui va pouvoir le calmer. Et donc, il voit, par exemple, une boîte de bonbons. Et donc, il va tendre la main. Ça, moi, mon cerveau, il sait gérer ça. Et la boîte de bonbons donne une anticipation de plaisir, de récompense, de calme. Donc, je dirige ma main vers le... Et puis, j'ai vu que ma maman, elle fait pareil. Quand voilà, il y a aussi l'imitation. La maman qui touche tout. J'imite. Voilà. Maman, comme ma mère souvent ne m'explique pas, ou non, mon père non plus ne m'explique pas. Tiens, là, nous avons besoin de ça pour le déjeuner, donc je le prends. Je vois que ma mère a l'air de prendre toutes sortes de choses aléatoirement dans les rayons. Pourquoi je fais pas pareil? Moi aussi. Voilà, je veux imiter ma maman. On a introduit les petits chariots en plus. Et ça, c'est très chouette. Oui. Les petits chariots, c'est très chouette. Sauf que quelquefois, on dit, tu prends ton petit chariot, mais on ne donne pas de consigne à l'enfant. L'enfant, pour pouvoir trier les stimuli et ne pas se précipiter sur quelque chose qui ne va pas nous convenir à nous, il a besoin d'avoir une mission. Si je lui dis, par exemple, à l'entrée du supermarché, alors voilà, toi tu as ton caddie, je te propose d'être responsable des pommes. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vas choisir ou peut-être tous les desserts. Donc il va falloir les pommes. Et c'est là qu'il vous déballe tout le stand des pommes, qui met toutes les pommes dans son caddie. Ça dépend de l'âge peut-être après, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on ne peut pas juste ensuite, surtout s'il a 2 ans, le laisser faire. Nous n'allons pas, nous, au rayon poisson pendant que nous le laissons aux pommes. Évidemment, nous restons à côté de lui. On peut nous prendre les oranges et on lui enseigne à choisir les pommes. C'est-à-dire qu'on lui dit, mais alors, regarde les pommes, laquelle tu vas prendre, etc. Alors, au début, ça prend du temps, c'est sûr. Mais nous avons à éduquer nos enfants. Ça nous prendra beaucoup moins de temps de lui enseigner à choisir au début, parce qu'après, petit à petit, il va devenir autonome et il va nous dire, maman, aujourd'hui, je peux faire les oranges. Et il saura faire les oranges. Il saura prendre. Donc, petit à petit, c'est pas pour ça qu'il les mangera, les oranges. C'est pas pour ça qu'il les mangera plus tard. Eh bien, c'est pas sûr, parce que lorsqu'il les a choisis, lui-même, il a déjà un lien avec l'aliment, et donc il va avoir plus tendance à s'en servir. Voilà, c'est une manière de sensibiliser. Alors voilà, ça dépend des âges. Oui. On a introduit rapidement le sujet par la scène du supermarché, parce que c'est une des plus marquantes d'ailleurs que vous décrivez dans votre livre, Isabelle Filiosa, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire auparavant, Elisabeth Martineau, sur les besoins de l'enfant, et notamment sur le mot caprice peut-être. Justement, ces interprétations des besoins de l'enfant. Moi, ce que j'aime bien dans cet exemple du supermarché, on le vit tous les jours, on va faire ses courses, pas tous les jours, mais souvent, et on voit des parents avec leurs enfants, et c'est souvent des scènes très difficiles où on demande à l'enfant de rester dans son caddie. Quand il est plus petit, il peut peut-être pas aller chercher les pommes encore, il est trop petit, c'est pas marché, donc il va rester dans ce siège. Est-ce qu'on doit faire attention, peut-être au moment où on va aller faire des courses, peut-être pas aller à l'heure de la sieste faire des courses, on doit se préparer, même nous psychologiquement, justement, à rentrer dans cette attitude d'éduquer son enfant dans le supermarché. Alors oui, Elisabeth, le problème c'est que la vie avec un enfant, elle est pas si simple. Et dans l'idéal, le mieux ce serait de ne pas emmener du tout un enfant dans un supermarché. Quand on emmène un tout petit bébé dans un supermarché, il s'endort instantanément. Non pas parce que il a envie de dormir, mais enfin, c'est que l'afflux de stimuli, son cerveau l'aide à se protéger de l'afflux de stimuli en s'endormant. Un enfant de 1 an, de 2 ans ne peut plus réussir à s'endormir spontanément et donc son cerveau est sous stress. Mais on n'a pas toujours le choix et quelquefois on emmène son enfant au supermarché. Mais vous dites, ce serait bien de choisir, c'est vrai, il vaut mieux ne pas choisir un moment où il a faim. C'est toujours important de donner à manger à l'enfant avant d'aller au supermarché parce que comme ça, au moins il a le ventre plein et il ne va pas être tenté par toutes les petites choses qu'il va voir. Ensuite, c'est vrai qu'y aller au moment de la sieste, c'est très risqué puisqu'il est fatigué et donc il va forcément faire une crise. Nous interprétons les crises comme des caprices. En réalité, une crise, ça montre que le cerveau est surstimulé
ou sous-stimulé et que donc il est en stress et on peut voir la décharge quand les enfants se mettent à hurler dans tous les sens. On voit bien que ils ont perdu tout contrôle d'eux-mêmes. Donc c'est pas de la mauvaise volonté ou de l'insolence. Ni de la mauvaise volonté, ni de l'insolence, ni même de la colère. Ce n'est pas de la colère. C'est une décharge en fait. On croit que c'est de la colère, ça n'en est pas. C'est de la décharge. C'est vraiment une décharge tonique. Et on craint de beaucoup stress. quand on va faire les courses. On espère vraiment que ça va pas nous tomber dessus. Comment faire quand ça arrive? Et alors, d'abord, quelquefois, c'est très difficile de gérer le temps quand on a un enfant petit. Donc, quelquefois, on se retrouve au supermarché à un moment où, effectivement, c'est pas le moment pour lui, pour l'enfant. Et quand ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il se met à hurler parce qu'on lui a retiré le paquet de bonbons. On ne voulait pas qu'il le prenne. Seulement, quand on retire le paquet de bonbons, nous, on croit qu'on prive l'enfant de bonbons. Mais en réalité, non. On le prive d'une capacité de calmer son cerveau. Et donc, il fait forcément une crise. Il y a une chute d'opioïdes dans son cerveau juste à ce moment-là. Donc, c'est des petites substances dans son cerveau qui déclenchent quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance. C'est-à-dire que réellement, il souffre physiquement. Donc, il vit cette crise pour décharger cette souffrance. Tout de suite, je saisis mon enfant, je plante là mon caddie, je regarde les gens qui me regardent bien dans les yeux, oui, parce avec qu'alors, tendresse et affection. En général, on se demande toujours comment la maman va réagir. On attend tous la fessée ou la claque. Voilà. Et voilà, et on est tous inquiets et tendus parce qu'on se dit qu'est-ce que je fais, est-ce que j'interviens, etc. C'est vrai que ce serait une bonne idée quand même que les gens autour interviennent pour aider cette maman. Oui. L'enfant a besoin d'être contenu et la maman, donc peut-être on peut lui dire est-ce que vous voulez que je vous garde votre caddie pendant que vous vous occupez de votre enfant dehors? Et donc on peut à ce moment-là saisir l'enfant, l'emmener dans un endroit un peu plus retiré, par exemple sur le parking, jamais critiquer, pas se mettre non plus nous à hurler parce qu'à ce moment-là, si on hurle, bien on fait peur à l'enfant et on va aggraver le problème. Mais il s'agit de contenir l'enfant pour qu'il ne se fasse pas mal. Nous sommes un adulte, nous avons un cerveau qui sait se calmer. Donc nous enseignons à l'enfant à se calmer. Au début, il ne sait pas le faire tout seul, donc je le tiens très fort et je lui dis vas-y, crie fort. Parce que plus il va crier fort, ça va durer quelques secondes et après il va se calmer, il va faire un grand câlin aussi que et on va pouvoir va revenir. Venir aussi, il va sécréter de l'ocytocine, donc exactement, cette hormone de l'amour qui tout va à le calmer fait. aussi, ça va. Tout à fait. L'ocytocine est une hormone qui calme et donc le fait de se sentir tenu très rapidement, au bout de 7 secondes, il y a une décharge d'ocytocine et donc ça permet à l'enfant de calmer, de se calmer donc à l'intérieur. Un câlin plutôt qu'une claque. Ouais. Enfin, vous imaginez quand vous êtes pressé quand même, vous êtes maman, vous êtes pressé, vous allez faire les courses, vous allez vraiment prendre ce temps pour calmer votre enfant. Vous pensez vraiment qu'il y a des mamans qui vont le faire, Isabelle Filiosa? C'est vrai que dans l'idéal, ça serait l'idéal. Mais oui, mais c'est là qu'on gagne du temps en fait, parce qu'on perd énormément de temps. Si on est là à en parler, c'est que ça arrive souvent et que c'est récurrent. Et même quand notre enfant grandit un petit peu, à 4 ans, il y a encore des crises et des problèmes et on lui a fait bien la leçon, tu ne prends pas de bonbons, aujourd'hui tu n'en as pas, ou alors un seul bonbon aujourd'hui et c'est quand même, il en veut plus, etc. Donc on est tout le temps en train de renégocier ça. Donc mieux vaut une fois ou 2 fois prendre vraiment les choses en main et puis le faire. Mais est-ce que vous parlez tout à l'heure du regard des autres parents? Est-ce que vous pensez pas que les autres parents, quand elle va voir la maman prendre l'enfant dans ses bras parce qu'il aura supposé faire un caprice, les autres vont dire « Ah mais cette mère elle est faible, elle va se faire avoir à tous les coups ». Et c'est possible. Et il y a toute une rééducation. Elle sait pas gérer ses enfants. Il y a toute une oui, mais ça, après ils peuvent voir l'efficacité. Ouais. Et puis il y a toute une éducation à faire à l'envers. C'est vrai que nous sommes vraiment dans cette idée que les enfants ont besoin de limites et il y a même en ce moment toute une durcification même des pédiatres et même de nombreux psychologues qui disent il faut des limites et aujourd'hui les enfants font n'importe quoi et ça n'est pas comme avant, il y a un déficit d'autorité. Ça n'est pas le cas. Peut-être on pourra revenir sur les raisons pour lesquelles les enfants aujourd'hui sont effectivement un peu différents. Dans le supermarché, quelques secondes, certaines personnes pensent que c'est vraiment un caprice quand l'enfant se met à crier parce qu'ils disent oui mais il suffit, je le laisse là, je vais il commence à hurler. Je vais dans le rayon d'à côté, il ne me voit plus, il s'arrête de pleurer. Donc c'est bien la preuve que c'est un caprice. Et puis si on on trouve plus regarde l'enfant.
D'une part, profiter pour les partir au rayon jouets et dans foutre ce le bazar. moment-là, il reste sur place parce que effectivement, il s'arrête. Un enfant qui perd de vue sa figure d'attachement se fige. Seulement nous interprétons cela comme ah ben voyez qu'il était en train d'essayer de me manipuler, parce que nous avons cette habitude d'interpréter, de surinterpréter en termes de jeu de pouvoir. Mais dans la réalité, l'enfant, il est juste un enfant, il est un humain, donc un mammifère. Et un mammifère, lorsque il vit quelque chose de stressant, il décharge son stress devant sa figure d'attachement. Si la figure d'attachement, donc la maman, s'en va, c'est extrêmement dangereux. Je suis devenue une proie à ce moment-là, et donc un prédateur risque de surgir, il faut que je me taise, donc l'enfant se fige. Mais il se fige de terreur, sa petite amygdale à l'intérieur est secouée, et ça n'est pas du tout parce que il se calme du fait qu'on a été voir à côté dans l'autre rayon. Alors on va continuer à parler justement, essayer de comprendre ces comportements d'enfants. On verra en fonction des âges, hein, Elisabeth Martineau, parce que les enfants ne réagissent pas de la même façon, n'ont pas la même maturité entre de 12 mois jusqu'à 5 ans. On va continuer avec vous, Isabelle Fillosa, et puis bien sûr les questions des auditeurs au 04 72 38 20 23. Également vos courriels à votre service @rcf.fr. On abordera aussi d'autres, scènes un peu emblématiques. Par exemple, l'enfant qui mord ses petits camarades. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bébé qui veut pas dormir, l'enfant qui fait un caprice à table parce qu'on lui a pas donné les céréales qu'il voulait alors qu'il avait l'habitude de prendre toujours la même marque. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on peut là aussi considérer ça comme un caprice? Pourquoi est-ce que les enfants aussi posent toujours des questions? Voilà, donc toutes ces questions-là, eh bien on les abordera avec vous. Et puis je rappelle encore une fois avec vous auditeurs 04 72 38 20 23. On retrouve plein de situations qui sont décrites dans votre livre, et notamment cette question des bêtises. Aujourd'hui, dans votre service, eh bien, nous parlons enfance. Enfance, comment comprendre le comportement de nos enfants de 1 à 5 ans? Comment traverser cette période sans dommage? Eh bien, on essaie de décrypter ces comportements avec vous, Isabelle Filiosa, psychologue et auteure de J'ai tout essayé, qui est paru aux éditions Lattès, un vrai guide de survie pour les parents que nous sommes, hein, Elisabeth Martineau. Elisabeth Martineau avec moi, journaliste spécialisée dans la petite enfance. Et puis, vos questions, 04 72 38 20 23, également par Internet, à votre service tout attaché, @rcf.fr. Tout de suite, on va prendre Geneviève qui nous appelle de Castelnaudary, je crois. Geneviève, bonjour. Allô, allô. Geneviève? Est-ce que nous avons Geneviève avec nous? Eh bien, Geneviève qui va nous rappeler de Castelnaudary, à moins qu'il soit noyé sous les eaux, parce qu'en ce moment il pleut pas mal. Non, ben on reprendra Geneviève tout à l'heure. On va se retrouver dans quelques petites secondes avec une autre situation qui peut très vite se poser. À votre service, RCF. Ouch! Ouch! Ouch, Charlie! That really hurts! Voilà, alors vous n'avez pas l'image, mais moi je vais vous la décrypter. Parce qu'elle est passée en boucle sur un site internet YouTube. Je sais pas si vous le YouTube. Voilà. Et donc c'est quoi? C'est un petit garçon qui a son petit frère qui est devant, qui est tout bébé, et qui, pour s'amuser, lui met le doigt dans la bouche. Et le petit garçon, enfin le petit bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie et ça fait très très mal. On vient de l'entendre. Pourquoi est-ce que les enfants mordent pas forcément à cet âge-là, mais un peu plus tard, Isabelle Fillosa? Mordent, tirent les cheveux. Alors, pour des raisons variées, à cet âge-là, là, il mordait très clairement parce que quelqu'un avait mis un doigt dans sa bouche, et que quand on est bébé, eh bien, on ferme la bouche. C'est un réflexe. Oui, enfin, c'est un réflexe. Et puis on nous donne, c'est un endroit pour tester. Il y a plein de nos papilles nous permettent d'explorer. Donc, le petit enfant porte tout à sa bouche et va toucher et lécher et explorer avec sa bouche aussi. Lorsque un enfant mord, il n'y a pas avant l'âge de, je sais pas, 4 ou 5 ans, il ne va pas y avoir une intention
de faire mal. L'enfant, on lui donne souvent des anneaux de dentition au moment où les dents se forment, et donc il apprend à mordre, justement. On lui apprend à mordre. Il n'a pas conscience, au tout début, il n'a pas de dents, c'est petit à petit les dents viennent, les dents lui font un peu mal, on lui apprend à mordre pour sentir ses dents, donc il n'a pas notion que mordre est quelque chose qui ne va pas, puisque jusque-là, on lui a toujours dit, vas-y, mords, c'est une bonne chose de mordre. Ah, évidemment, quand il a mordu le sein, là, ça nous a pas plu, on a crié, et ça lui a fait peut-être un petit électrochoc de sentir que ça ne se passait pas comme les jouets, quoi. Les jouets, on peut mordre, et donc petit à petit, il va apprendre qu'il y a des choses qu'on peut mordre et des choses qu'il vaut mieux ne pas mordre. Il va voir la réaction de son frère, mais ça ne veut pas forcément dire, d'après ce que vous écrivez dans votre livre, ça ne veut pas forcément dire qu'il va avoir ça en mémoire, il va peut-être recommencer. 5 minutes après, il se souvient pas? C'est pas qu'il... Oui, enfin, en réalité, il se souvient, mais justement, il ne comprend pas que ça fait mal. Donc, il va le refaire parce qu'il a observé que quand il mord, ça fait un cri. Oui. Et donc, c'est intéressant, il est dans l'exploration, et donc il va de nouveau mordre pour pouvoir explorer. Après, il se passe quelque chose où quand même l'enfant peut se sentir humilié, il n'a pas encore la voix, il découvre quand même que le fait de mordre va lui donner du pouvoir sur les autres. Donc, quand il n'a pas encore la parole pour exprimer ce dont il a besoin, pour pousser les autres, pour réussir à être le premier, à avoir la place le premier sur le toboggan, etc., eh bien, il a cet outil à sa disposition qui est de mordre. Donc, il va le faire. Mais donc ça n'est pas pour faire mal. Voilà, c'est pas une caprice d'après vous, c'est parce qu'il n'arrive pas à le dire autrement. C'est parce qu'il n'arrive pas à le dire autrement. Donc, notre rôle à nous, c'est de lui enseigner d'autres manières, de lui permettre de comprendre que ça ne va pas du tout de faire ça et que il a d'autres manières. On lui dit, tu n'as pas le droit de mordre quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'appels qui commencent à arriver au standard. On va essayer de reprendre Geneviève, je crois, qui était à Castelnaudary. Geneviève, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous aviez un témoignage à nous apporter, je crois. Eh bien, voilà, oui. On vous écoute. Voilà. Alors, en tant qu'enseignante de maternelle, avoir eu le même enfant dans ma classe, de l'âge de 2 ans jusqu'à sa sortie au cours préparatoire, je dois dire que la première chose, excusez-moi parce que je suis émue. Non, moi je vous en prie. La première chose à faire, c'est qu'il faut montrer aux enfants et leur faire sentir qu'on les aime, si vous voulez qu'ils vous aiment. Parce que les enfants sont adorables, ils apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup aux adultes qui savent les écouter, qui savent se mettre à leur place, qui savent jouer l'enfant qu'il est, ou les enfants qu'ils sont. Alors, vous aviez, je crois, un exemple à nous donner sur une façon d'éduquer en jouant, et on me signalait que vous coupiez votre radio. Enfin, non, alors, couper la radio, mais c'était pour pouvoir entendre. C'était pas un jeu, on coupait la radio. Vous aviez une manière d'éduquer en jouant, Geneviève. En me mettant à la place des enfants. Oui. Je joue l'enfant, si vous voulez. Je ne suis plus adulte, je suis une enfant. Par exemple, quand il y en a un qui fait quelque chose qui ne va pas, je me mets à faire comme lui. Alors je dis, regarde. Et puis alors si par hasard il a tapé son voisin, ou s'il lui a pris les ciseaux, ou le crayon, enfin bref, ou le pinceau, alors je fais pareil moi. Je me fais toute petite, et puis je vole son pinceau, ou je prends son crayon, il me regarde, il me dit, donne-moi. Non, tu ne l'auras pas. Pourquoi tu l'as pris à ton voisin? Il est à moi. Mais maintenant je dis, il est à moi, parce que toi et moi, c'est pareil. Toi et lui, c'est pareil. Et alors, à ce moment-là, toute la classe rit et on en profite pour raconter une histoire qu'on invente, bien entendu. D'accord. Alors, je vais peut-être demander votre réaction, Isabelle Filiosa, cette enseignante. Eh bien, c'est super parce que... effectivement, c'est un des outils magiques de la relation à l'enfant, le jeu. Et par le jeu, l'enfant comprend des tas de choses. Ce qui est très important là dans le témoignage de Geneviève, c'est que elle fait rire, mais pas rire de l'enfant. Quand toute la classe rit, il ne rit pas pour se moquer, il rit ensemble. On entend toute cette générosité, tout cet accueil, et elle a précisé que tout cela s'inscrivait dans un bain d'amour. C'est-à-dire que c'est vraiment une fois que l'attachement est véritablement sécure, qu'il n'y a pas de risque que l'enfant le prenne comme une moquerie, alors du coup, on peut lui enseigner des tas de choses
grâce au jeu. Les enfants jouent énormément et le jeu n'est pas seulement du passe-temps. Le jeu, c'est vraiment quelque chose qui permet d'apprendre. Et quand Geneviève donc se met à la place de l'enfant où elle joue, elle le vit à l'intérieur ce que fait l'enfant. Du coup, elle permet à l'enfant de comprendre et d'identifier physiquement. C'est-à-dire que si elle avait dit les mots « Regarde ce que tu fais à Jules quand tu lui prends ses ciseaux, regarde ce que ça lui fait » avec des mots, l'enfant n'aurait pas compris. Mais si elle le montre dans ses gestes, voilà, ils n'ont pas la capacité de comprendre comme un adulte. Et non, ils sont encore trop petits. Ils n'ont pas ils comprennent les mots, mais ça ne descend pas véritablement dans une compréhension telle que nous, les adultes, on l'imagine. Et là, vous reparlez, Isabelle Filiosa, de ce cadre de sécurité. On a peur on parle souvent de poser des limites, de donner un cadre. Enfin, vous utilisez plus ce terme de cadre sécuritaire. J'aimerais bien que vous développiez un petit peu là-dessus. Oui, c'est-à-dire que trop souvent, on pense en termes de limites de ne pas. Voilà ce qui est interdit. Or, un interdit n'est pas une limite. Un interdit, c'est en fait quelque chose qui est extrêmement dangereux parce que tous les enfants sont des humains et les humains ont pour caractéristique de se rebeller contre les interdits et de vouloir contrôler leur environnement. On n'aime pas les ordres. On n'aime pas. Et donc, dès qu'on donne un interdit à quelqu'un, regardez l'histoire de Barbe Bleue, il y a une seule porte interdite, et bien c'est vers ça qu'elle va se diriger. Donc, dès qu'on donne un interdit à un enfant, c'est comme si on le met en risque en fait. Je t'interdis de monter sur cette table. Il est vraisemblable que l'enfant va chercher par tous les moyens à monter sur la table. Ça part d'une bonne intention. S'il monte sur la table, il va se casser la figure. S'il met les deux doigts dans la prise, il va prendre le courant. Enfin, je veux dire, c'est effectivement une bonne intention, ouais. Sauf que ça ne fonctionne pas. Nous en avons l'expérience tous les jours. Et donc, nous avons besoin de prendre conscience que quand on dit ne monte pas sur la table, le cerveau de l'enfant ne traitant pas la négation, l'enfant entend monte table. Et donc lui, c'est les mots qu'il comprend, c'est monte table. Donc hop, il va monter. Alors, ça lui donne faire, envie, alors, ça pour lui donne l'éviter la vision. qu'il monte sur la table et qu'il se blesse. On lui dit, tu restes sur le sol. Au lieu de tu montes sur la table. Donc voilà. On voit toute la différence de langage que vous utilisez. Exactement, c'est un langage qui doit être en positif et je donne des permissions. Donc je dis à l'enfant tout ce qu'il peut faire, tout l'espace qui lui est disponible. En plus, les enfants adorent les règles. Donc si je dis tes pieds restent sur le sol et sur la table, il y a les assiettes, les verres, etc. Il va être tout content de pouvoir respecter ces règles-là, du moment que je les pose en positif. Alors on va continuer à vous écouter, Isabelle Filiosa. On est suspendu, Elisabeth et moi, on est suspendu à vos propos parce que ce que vous nous dites, finalement, on l'a jamais entendu jusqu'à présent. On va continuer à parler de différents comportements des enfants. 10h04 sur Vous attendez que je vous coupe la parole? Et ben voilà, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Je savais bien. Je vous avais dit que vous pouviez pas vous en empêcher. Alors vous retrouvez. On parle de quoi alors aujourd'hui? Bah je sais pas. Eh ben, je vous le dis. C'est vous qui menez Enfants, comment traverser sans dommage la période de 1 à 5 ans? Et bien on découvre tout ça. C'est pas encore votre cas, je crois, Florence, mais ça va sûrement arriver un jour ou l'autre. Alors écoutez bien cette émission. Comment traverser cette période sans crise de nerfs? Comment essayer de comprendre le comportement de ces petits bouts de chou de 1 à 5 ans? Eh bien, on essaye de décrypter tout ça avec Isabelle Filiosa, qui est psychologue et auteur de J'ai tout essayé, paru aux éditions Lattès, et puis également avec vous, Elisabeth Martineau, journaliste spécialisée dans la petite enfance. Et puis vos appels, vos questions, 04 72 38 23. On va prendre en ligne Hubert tout de suite, qui nous appelle de Grenoble, déjà depuis un petit moment, qui est en ligne. Hubert, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Hubert. Voilà, écoutez, j'écoute votre émission en ce moment. Et dernièrement, j'ai été témoin de quelque chose dans une foire, ce qu'on appelle une vogue. Oui, à Lyon, on appelle ça une vogue, exactement. Ouais, des mômes qui étaient carrément fous, au milieu de la foule, du bruit, des lumières, des manèges. Et pourtant, c'était pour eux. Ah oui, mais alors attendez. Ouais. Là, il y avait une série de manèges pour tout le monde, les grands, les petits, les moyens. Et même les manèges pour enfants, c'était l'horreur totale. C'est vraiment pire que dans les grandes surfaces. Oui, tout à fait. Il y a encore plus de stimulation et les foires sont des idées des adultes pour faire plaisir aux enfants, mais ça surexcite leur système nerveux, bien sûr. Oui. Alors j'observais, il y avait même entre autres, enfin je veux pas trop prendre de temps, mais il y avait même un manège
pour faire une vitrine attrayante, il y avait un pendu, un mannequin pendu. Ah bon? Ouais, plutôt sanguignolant. Oui. Bah écoutez, avec ça, on se fait une société géniale. Le pendu, on peut y jouer, hein. Vous savez, c'est le petit jeu qu'on fait avec le papier et le crayon, mais ça en reste là. Alors, c'est vrai que c'est pas très ragoûtant. Hein. Oui, non, mais Hubert a raison. C'est vraiment dramatique de voir la société que nous construisons et nous laissons des images violentes, des images pornographiques beaucoup trop facilement à la portée de nos enfants. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Mais pour revenir à la fête foraine, c'est quand même pour les enfants. On va quand même pas ne pas emmener ses enfants à la fête foraine. Enfin, je sais pas, Elisabeth. Hein. Non, vous avez emmené vos filles, vous non, aussi? Non, vraiment pas. Oui. Très peu. Très peu. Mais enfin, bon, oui. c'est quand même pour eux, Isabelle Filiosa. Oui, plutôt plus grand maintenant. Je les amènerais, mais petits, je pense. Voilà, c'est-à-dire que si on emmène des enfants petits, c'est plus pour se faire plaisir à soi, mais en réalité, les petits aiment un petit manège qui est là, mais toute une fête foraine avec l'afflux de bruit, la foule, les choses qui sonnent dans tous les sens, les musiques différentes, variées, etc. On peut s'attendre à une crise. Donc ça ne veut pas dire on ne peut pas les emmener, mais si je les emmène, je sais que c'est naturel et normal qu'ils fassent une crise. Alors ce que je peux faire, c'est quand même tempérer et au moins ne pas trop donner de sucre. Sauf que dans une foire, qu'est-ce qu'il y a? Des barbapapas, des guimauves, parce que le sucre est énergisant, c'est ce que vous voulez dire. Le sucre est non seulement énergisant, mais donc il va donner envie, enfin forcément à partir du moment où je donne du sucre à un enfant, il va se mettre à courir partout. Enfin, vous imaginez le pauvre gosse, on va à la fête foraine, je te mets des boules de caisse, je te mets un bandeau sur les yeux pour pas que t'entendre, je te donne surtout pas de barbe à papa. Voilà. C'est quand même dommage. Donc bien sûr, si nous décidons que nous y allons, eh bien du coup nous pouvons nous attendre à ce que pendant la foire il fasse une crise ou alors après la foire. Il y a des enfants qui arrivent à contrôler, donc pendant ils sont quand même là, ils mangent, ils boivent, ils vivent la chose, ils emmagasinent, mais le soir on va avoir une crise. Et souvent les parents ne comprennent pas, on a eu une journée délicieuse, c'était fantastique, tu as tellement aimé, tu as vu tout ce que tu voulais voir, on t'a fait plaisir, je t'ai tout donné ce que tu voulais, tu as eu droit à tout, tu as ton nounours, tu as tout ce qu'il faut, et pourtant tu fais une crise. Et donc c'est parce qu'on ne comprend pas que en fait c'est simplement que le cerveau de l'enfant est tout simplement surstimulé. Même sans parler de foire, quand on regarde les jouets qu'on propose aux petits bébés, les mobiles dans leur berceau, les jouets devant les poussettes, parfois on voit des poussettes super équipées avec le mobile, avec plein de lumière, plein de bruit. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle Filiosa? Alors, si ça fait trop de lumière et trop de bruit, c'est embêtant. En même temps qu'il ait un mobile et quelque chose, surtout qu'il puisse manipuler, ça c'est utile. Et comme dans la poussette, si on va justement dans les supermarchés, il a besoin de pouvoir s'occuper. Donc, et s'il peut s'occuper avec des choses qu'il connaît déjà, qui sont à lui, qu'il sait manipuler, il va pouvoir se calmer en utilisant ces objets. Donc, un mobile qu'on peut manipuler, oui. Quelque chose qui fait des petites lumières et des sons partout, évidemment, non. On va se retrouver dans quelques instants avec un nouvel appel d'auditeur. À votre service, la petite enfance. Il y a longtemps. Voilà, la petite enfance. C'était avec une voix de votre fille, il y a longtemps. Il y a déjà quelques années. Alors, on va reprendre le chemin du standard avec Marthe qui nous appelle de Vichy pour un problème de refus d'obéissance. Marthe, bonjour. Bonjour Vincent. Voilà, c'est au sujet de ma petite fille qui a 3 ans passés. Elle refuse d'obéir à certaines petites choses que son papa ou sa maman lui demande. Et puis, son père... Comme quoi, par exemple? L'autre jour, elle lui demandait de ramasser les jouets, il y en avait plein le séjour, avec son petit frère qui est plus jeune, mais surtout elle, de prendre l'initiative. Elle n'a pas voulu. Elle se met dans... son père lui explique, elle veut pas le faire. Alors il la met dans un coin un moment, il compte jusqu'à 7-8 qu'elle s'y mette, elle s'y met pas. Après il la met au coin, il lui dit de s'isoler, elle y va. Et puis après, il va vers elle, il lui parle gentiment, mais il la regarde bien dans les yeux. Et elle ne baisse pas les yeux, elle le toise. Et les parents sont sévères, tous les deux, ils mettent des limites. Elle le toise, elle ne baisse pas les yeux. Et ça, mon fils ne le supporte pas parce que, elle a 3 ans, elle est du mois de mars. Donc pour lui, c'est une preuve d'insolence, quoi. Une certaine façon. Et après, ça peut se finir par des pleurs. Alors, comment vous réagissez à ça, vous, madame? On a peur
qu'en grandissant, elles leur prennent le dessus, puis elles leur disent, bah, va te faire voir, moi, d'accord. Vous comprenez? Eh oui. Je pense qu'Isabelle Filiosa va avoir des pistes. C'est un trait de caractère. Pardon? Un trait de caractère, oui. Le père a un sale caractère, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, c'est pas mon fils. La maman a ce caractère un peu aussi. D'accord. Et alors, quand vous dites sale caractère, c'est un jugement. Et le problème des jugements, c'est que ça a tendance à adhérer et que ça devient comme des étiquettes et que les enfants sont extrêmement obéissants et ils obéissent aux étiquettes que nous mettons. Et donc, quand on dit d'une enfant qu'elle a un sale caractère, elle risque effectivement de construire un sale caractère. Donc, c'est vraiment important de regarder ce qui se passe. Donc là, le problème, c'est que le parent enseigne à l'enfant. À 3 ans, l'enfant imite énormément ses parents. Donc, lorsque le père ou la mère regarde l'enfant dans les yeux, prend un air autoritaire, l'enfant se dit « je dois faire pareil ». Et donc, elle le regarde bien dans les yeux. Ah, c'est une imitation, alors? Mais bien sûr, c'est une imitation. Les enfants, vous faites un grand sourire à un bébé, il vous sourit aussi. Vous le faites les yeux, on n'arrête pas, on joue à ça, à s'imiter les uns les autres. Et donc, quand le père vient gentiment, il lui parle gentiment, il la regarde bien dans les yeux, il est naturel et normal que l'enfant la regarde dans les yeux. Cette histoire de toiser ou de regarder dans les yeux ou pas regarder dans les yeux, c'est extrêmement culturel. Là, apparemment, ce père-là interprète comme de l'insolence. Mais il y a des familles dans lesquelles c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, si l'enfant baissait les yeux, on crierait sur l'enfant, regarde, et tu baisses les yeux, tu n'oses même pas me regarder dans les yeux. Donc, c'est vraiment quelque chose de culturel. Dans certaines familles, on doit regarder dans les yeux. Dans d'autres familles, il faut baisser les yeux. Mais à 3 ans, elle ne sait pas encore dans quelle culture de famille elle est. Et donc, elle fait avec ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Elle refuse d'obéir. Hein, mais c'est une histoire de négation. Elle refuse d'obéir. Tous les enfants sains refusent d'obéir. Tous les humains refusent d'obéir. L'obéissance est quand même une des choses les plus toxiques de notre société. Ça a donné beaucoup de guerres. Ça a permis des massacres effroyables parce que les personnes perdaient leur je n'ai fait qu'obéir aux ordres, je n'ai qu'obéi. Donc l'obéissance, c'est quelque chose contre lequel nous avons à lutter. Donc c'est vraiment extrêmement important. Cette petite fille manifeste que elle est en train de construire son individualité. Ce que nous avons, nous, comme parents, à enseigner à l'enfant, c'est l'empathie pour autrui et la responsabilité. Nous avons l'impression que si nous empêchons, si nous n'obligeons pas l'enfant à obéir, il va être un petit monstre. Ça n'est pas la réalité, c'est exactement le contraire. En fait, un enfant qui obéit, il obéit, ça veut dire qu'il va faire des choses parce qu'on lui dit de les faire et non pas parce que lui voit que ça va faire du bien à l'autre ou que c'est approprié dans la situation. Donc, on lui dit « ramasse tes jouets ». À ce moment-là, si elle ramasse les jouets, elle se nie elle-même. Donc, une enfant de 3 ans qui ramasse ses jouets, quand on lui dit « ramasse tes jouets », c'est extrêmement rare. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas non plus transformer l'appartement en champ de bataille, Isabelle Filiosa. Et non, mais d'abord, ramasse tes jouets, c'est trop vague. Ramasse, ça veut dire quoi à 3 ans, et tes jouets, c'est trop vague. Donc, on va faire pour éduquer au rangement, on va faire les choses progressivement. Quand l'enfant est petit, tout petit, on fait à sa place, bien sûr. Mais trop souvent, on fait à sa place et ensuite, on lui dit, allez, maintenant, t'es grand, range ta chambre. Mais donc, entre les deux, nous avons à éduquer. Éduquer, c'est dans un premier temps, je fais avec l'enfant. Donc, je range la poupée, je lui mets, et je parle en même temps que je le fais. Puis ensuite, je dis à l'enfant, ah, tu t'occupes des poupées, moi, je m'occupe des cubes. Et on fait ensemble, mais chacun, et comme ça, petit à petit, on fait les choses. Donc, ce qu'on peut demander à une petite fille de 3 ans, c'est regarde le salon. Qu'est-ce qu'il y a dans le salon? Et donc, il y a probablement plusieurs choses. Et donc, on va dire, tu préfères commencer par mettre le puzzle dans la boîte ou bien par ramener la poupée se coucher dans la chambre. Et donc, à ce moment-là, l'enfant a un choix. Elle peut utiliser son cerveau frontal. Quand on demande à un enfant d'obéir, c'est important de savoir que on
on coupe l'accès au cerveau frontal. Donc on l'empêche d'être responsable. Ça, c'est fabuleux ce que aujourd'hui l'IRM nous montre, c'est-à-dire que le scanner montre quelles zones du cerveau sont activées. Or, on voit que quand on donne un ordre à un enfant ou à un adulte d'ailleurs, l'ordre est reçu par la zone verbale et directement le comportement est mobilisé. Donc il n'y a pas d'accès à la zone frontale. Or, la zone frontale, c'est celle qui réfléchit à la pertinence des actes. C'est celle qui observe, est-ce que mon action va être appropriée ou non. C'est celle qui manage l'empathie, c'est-à-dire qui s'occupe de que ressent l'autre en face de moi. Donc c'est ça, qu'est-ce que nous voulons nous en tant que parents? Notre intention, c'est que notre enfant devienne un être responsable, attentif à autrui. Et donc, quand je le fais obéir, je l'empêche de développer cette zone où il va apprendre. Alors, il faut le proposer à cet âge-là. C'est le mot éduquer que j'entends là-dedans. Oui. On oublie peut-être que notre rôle, c'est d'éduquer nos enfants. Est-ce que vous trouvez pas, Isabelle Filiosa, on a l'impression que des parents veulent que leurs enfants soient des mini-adultes en naissant, qui doivent tout savoir? Imaginez qu'une petite fille de 3 ans peut prendre l'initiative de ranger des affaires, surtout quand il y a un autre petit bébé qui peut-être lui aussi a mis un petit peu de choses par terre, toute seule, c'est penser qu'elle est déjà adulte. Et or, parfois, quand il y a, et dans une fratrie, quand il y en a un qui a 3 ans et l'autre qui a 1 an, celui ou celle qui a 3 ans semble énorme, c'est un grand enfant, alors que 3 ans, c'est encore petit. C'est encore tout à fait petit. On croit que c'est grand, mais c'est petit. Ceci dit, les enfants dès 2 ans ont beaucoup d'ordre. Ils adorent l'ordre. Ils adorent ranger. Et donc, mais ils ne savent pas forcément faire. Ils ne savent pas comment faire, mais ils savent ranger. Il n'y a qu'à voir comment ils sont quelquefois même obsessionnels à vouloir que leur nounours, mais non maman, c'est cette étagère-là, c'est pas celle-là. Et ils veulent vraiment mettre les chaussures l'une à côté de l'autre très précisément. Et quelquefois, nous, ça nous exaspère parce que c'est un petit peu trop précis. Mais donc, dans un premier temps, on va bousculer ces habitudes-là et puis ensuite, on va leur reprocher de ne pas voilà, pas et ranger. vous parlez beaucoup dans votre livre, dans vos conférences, du jugement qu'on peut avoir sur l'enfant, de l'estime de soi, qu'on a besoin de l'aider à construire. Et peut-être l'enfant, qu'est-ce qu'il peut ressentir quand il entend tu es insolent, tu ne ranges pas, ta chambre c'est vraiment pas bien rangé. Qu'est-ce qu'il peut ressentir? Vous dites souvent dans le livre, on entend dans le livre souvent, maman, je me sens mauvais. On entend cette phrase, en fait, parce que vous donnez la maman qui dit, qu'est-ce que tu, voilà, j'en lis un. Voilà, il y a une petite bande dessinée, qu'est-ce que tu en cherches, fait, c'est des croquis. je viens de te dire de pas le faire et tu le fais quand même. Ça, c'est un bon exemple. Voilà, je t'ai dit de ranger, tu ranges pas. C'est pas juste. Tu m'as demandé de ne pas toucher. Tout de suite, j'ai essayé. Voilà, ça revient à cette histoire de négation aussi, que l'enfant va pas entendre la négation. Oui, c'est ça. L'enfant n'entend pas la négation et a besoin de s'approprier par des gestes. Donc, c'est sûr que dès que je lui dis de ne pas faire quelque chose, il va le faire dans son corps, comme on a vu que Geneviève tout à l'heure faisait dans son jeu. Elle montrait physiquement de la même manière, finalement, quand un enfant veut s'approprier une consigne, il va le faire physiquement. Oui, parce que Geneviève a un autre regard sur l'enfant aussi. C'est peut-être ça que vous proposez aussi, de pas se dire qu'on doit absolument être l'enfant, le parent fouettard qui doit faire obéir. Mais peut-être le parent qui porte un autre regard, qui se met au niveau de l'enfance, qui se met peut-être dans la peau de son enfant. Tout à fait, et surtout avec ce que nous savons aujourd'hui de comment fonctionne le cerveau. C'est-à-dire qu'avant, on ne savait pas, et donc on ne comprenait pas. Et forcément, on interprète avec nos cadres. Et nous avons été élevés dans les rapports de force, nous avons été élevés dans cette dynamique. Et nous sommes imbibés de la théorie psychanalytique. Même des gens qui croient qui n'aiment pas la psychanalyse, d'ailleurs, c'est assez étonnant, vont commencer à dire il faut mettre des limites à un enfant, etc. et entrer dans cette théorie psychanalytique des pulsions. C'est important de voir que dans la psychanalyse, Freud a complètement remanié sa première théorie des névroses. Il disait au début que l'origine des névroses venait des traumatismes de l'enfance, et puis il s'est rendu compte que si il continuait à
donné cette interprétation-là, il n'allait pas avoir les honneurs c'était trop scandaleux, donc ça n'allait pas aller. Et petit à petit, il a reconstruit sa théorie et il a construit la théorie des pulsions. Théorie des pulsions, elle dit que l'enfant est comme un pervers polymorphe et qu'il a des pulsions dès la base. Il a la pulsion orale, il a la pulsion et qu'il est nécessaire de le castrer, de lui poser des limites pour qu'il puisse grandir. Et donc toute la théorie des pulsions, avec le complexe d'Édipe, etc., vise à protéger l'idée que les parents sont bons et que les enfants, eux, ont des pulsions négatives. Et que donc, il est nécessaire, dans ce cadre-là, évidemment, de poser des limites aux enfants, puisque la perspective, c'est que si on ne pose pas de limites, l'enfant va devenir tout puissant et va vous manipuler et devenir plus puissant que vous. C'est une théorie, c'est la théorie psychanalytique. Même Freud, à la fin de sa vie, disait « Les progrès des neurosciences risquent de faire tomber nos théories ». Et c'est le cas aujourd'hui. Vous voulez dire qu'on comprend mieux les émotions grâce aux neurosciences? On comprend mieux les émotions grâce aux neurosciences et depuis une vingtaine d'années, John Bowlby a montré l'importance de la théorie de l'attachement. Et là, scientifiquement, on peut voir comment, en réalité, un enfant n'existe pas en dehors de toute autre personne. C'est-à-dire que dans la psychanalyse, l'enfant existe. Il a des pulsions. Dans la théorie de l'attachement, on va dire que l'enfant n'existe pas indépendamment de la relation qu'il établit avec autrui et qu'il a absolument besoin de se nourrir d'attachement. Il y a cet attachement entre la mère et l'enfant qui se construit dans les regards, dans les sourires, etc. et que c'est essentiel. Et grâce aux sciences, on sait maintenant qu'effectivement, quand la mère est dans cet attachement et qu'elle touche l'enfant, il y a cette ocytocine qui est partagée, etc. Donc c'est confirmé par toutes les découvertes scientifiques d'aujourd'hui. L'éducation, c'est une affaire d'hormones, alors finalement, Isabelle Filiosa. Bien sûr. C'est vrai qu'on a savoir comment gérer les hormones. Nous sommes aussi des êtres chimiques. Voilà. Mais on s'inquiète beaucoup de notre image de parents. On a entendu cette maman qui a peur de se faire avoir quelque part par son enfant et on va me considérer comme un mauvais parent. Ou une maman faible. Voilà, donc c'est très important de se rappeler que en fait cette histoire-là vient de la théorie des pulsions et qu'il y a une autre théorie montante qui est la théorie de l'attachement et on n'est sûrement pas une maman faible quand on écoute son enfant, au contraire, parce qu'il faut beaucoup de force et beaucoup de sécurité intérieure et de patience pour pouvoir accompagner son enfant vers grandir. Alors, il y a moins de conflits. Continuez à revenir sur des situations très concrètes que vous évoquez dans votre livre, comme notamment la question des gros mots. Pourquoi est-ce qu'il dit toujours des gros mots? Enfin, je vais pas en citer à l'antenne, mais enfin, tout le monde aura compris. Les enfants disent aussi entre 1 et 5 ans, puis ça continue plus tard, quand on est adulte au volant. Ça, je vous laisse imaginer toute la litanie d'injures devant le conducteur. Ça, malheureusement, ça change pas. Aujourd'hui, dans votre service, eh bien, on s'interroge comment traverser sans dommage cette période de 1 à 5 ans quand on est parent avec ses enfants. Et on essaie de décrypter ces comportements avec Isabelle Filiosa, qui est psychologue et auteur de J'ai tout essayé aux éditions Lattès. Et puis Elisabeth Martineau, journaliste spécialisée dans la petite enfance. On vient d'entendre cette chanson, Les gros mots, et vous l'évoquez, je crois, dans le livre, Elisabeth Martineau, vous l'avez lu comme moi. Pourquoi est-ce que les enfants disent toujours des gros mots, ou même des propos un peu scato, pipi caca, etc. Voilà. Alors, une petite anecdote, quand mon fils était petit, ma grand-mère était venue, donc son arrière-grand-mère, et puis mon fils court, il devait avoir 1 an, quelque chose comme ça, 1 an et quelques, et il dit caca, caca, et donc ma grand-mère, horrifiée, fait un cri, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne parles pas comme ça, et vraiment elle l'a... Il voulait aller aux toilettes, c'est ça. Et du coup, à partir de là, à chaque fois que la grand-mère arrivait, tout de suite, il disait caca, caca, parce que ça lui, voilà, c'est un renforcement. Lorsque le parent réagit d'une manière autoritaire, ça fait peur à l'enfant, enfin, en tout cas, ça donne une stimulation. Là, il n'est pas véritablement peur, mais il était interpellé par cette réaction de sa grand-mère. Donc, c'est intéressant. Donc, j'ai intérêt à le reprovoquer pour essayer de comprendre pourquoi. Elle a réagi au mot caca, donc je recommence. Voilà. Alors, surtout que ce qui était intéressant, c'est que lui, c'est juste parce qu'il prononçait pas très bien, mais en fait, il était à la recherche de son 4x4. Il avait sa voiture
il était disparu. Et donc, il cherchait partout son caca, mais son caca, voilà. Et du coup, ça fait la réaction de la grand-mère. Et voilà. Et donc, comment nous éduquons nos enfants, parfois, à donner des gros mots. D'accord, mais enfin, quand ils disent des gros mots, parce que ça les intéresse de dire des gros mots, justement, ça suscite cette réaction. Ça suscite des réactions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Ne pas avoir de réaction. Enfin, bon, on peut être surpris. Une première fois, on peut être surpris, quoi. Oui, effectivement, on peut être surpris. C'est toujours surprenant d'entendre. On va pas dire à ton enfant, tu me dis caca pipi, je ne réagirai pas. Si je ne réagis pas, si je réagis simplement en entendant et peut-être simplement lui dire j'ai entendu que tu viens de dire med. Et donc ce mot-là, c'est pas un mot que tu peux dire dans la famille. Tu le dis à tel moment, mais parce que en général, moi la première fois que ma fille l'a dit, c'était un peu après que moi je l'ai dit. J'avais oublié quelque chose et ça, paf, ça m'est sorti. Et voilà, ils l'entendent. Si un enfant dit un gros mot, c'est qu'il l'a entendu et qu'il a vu que ça avait une certaine force. C'est-à-dire que les gros mots, c'est quand même des choses qu'on prononce dans certaines situations. Et donc, l'enfant saisit tout cela et il voit que ça a une certaine importance. Donc, il expérimente. Donc, là encore, nous avons un rôle d'éducation à signifier à l'enfant il y a des mots qu'on dit et des mots qu'on ne dit pas. Et donc, ça, c'est un gros mot ou un mot pas réagir violemment, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, sinon, il va pas recommencer. Réagir violemment, sinon c'est sûr qu'il va recommencer. D'accord. Souvent, il va le dire à la maison et pas forcément à l'école. Il a compris que... Oui. Et alors, par contre, à l'école, voilà, le problème, c'est que beaucoup d'enfants disent des tas de mots cailloux qu'ils ont entendus à l'école. Et là, ils ont besoin d'aide. Parce que souvent, ils utilisent des mots, ils ne savent pas du tout ce que cela signifie. Donc, on les entend parfois avoir des mots très orduriers dans la bouche. D'ordre sexuel. Et d'ordre sexuel, ils n'ont pas la moindre idée de ce que cela signifie. Mais ça fait réagir papa, maman et les petits camarades, donc on recommence. Mais il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer ce qu'ils sont en train de dire ou juste leur dire... ça dépend de leur âge et on explique en fonction des capacités de compréhension à ce moment-là. Oui. Alors, on va se retourner du côté du standard avec Isabelle qui nous appelle de La Rochelle, qui est en ligne déjà depuis quelques temps. Isabelle, bonjour. Bonjour, je pense que c'est Gaël plutôt. Ah, Gaël, excusez-moi. Alors, c'est mes vers progressifs qui m'ont joué des tours. On vous écoute. Bonjour. Alors, ma question, en fait, elle se rapportait à ce dont vous avez parlé tout à l'heure, la surstimulation. Oui. Je me demandais, entre un enfant qui est petit et surstimulé, quel adulte ça va donner par rapport à un enfant qui l'a pas été? C'est-à-dire qu'il était plus ou moins protégé de toutes les stimulations extérieures. Pas toutes, mais bon... D'accord. Un certain nombre, en tout cas, parce que la surstimulation, je pensais au supermarché, les fêtes foraines, des choses comme ça, c'est quand même des choses qui sont très contemporaines. Ça fait oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, on voit aujourd'hui effectivement des enfants et des jeunes adultes beaucoup plus excitables, on dira, que nous n'étions à la même époque. Surtout avec les jeux vidéo aussi, il faut aussi. Avec les jeux vidéo, c'est aussi de l'hyperstimulation. Avec oui, alors les jeux vidéo et la télé, ce sont deux choses assez différentes parce qu'en fait, dans les jeux vidéo, je manipule, j'ai un peu de contrôle et donc ça me donne un sentiment de contrôle que je n'ai pas du tout avec la télé où là, je suis juste sous hypnose en quelque sorte. Ce que veut dire Gaël, il ne faut pas élever non plus nos enfants dans des cotons, dans des cocons aussi. C'est-à-dire qu'on peut se poser quand même des questions sur cette surstimulation que nous infligeons à nos enfants. Maintenant, eh bien, nous verrons bien, nous n'avons pas de moyens véritablement d'éviter cette surstimulation. Ce qu'on peut faire, c'est éviter les excès et donc fournir des zones de tampons à nos enfants, fournir des zones où ils vont être calmes, les aider à se décharger, les aider petit à petit à trier les stimuli. Et c'est pour ça que la télévision, c'est beaucoup de stimuli. Il n'est pas question de laisser un enfant tout seul devant la télévision. On est avec lui devant la télévision pour l'aider à trier tous ces stimuli jusqu'à ce qu'il devienne capable. Peut-être pas 1 an, 2 ans quand même. Non, pas 1 an quand même. Mais je pense que Gaël, si je me trompe pas, je pense que quand on parle de surstimulation, on peut aussi entendre ces enfants à qui on veut apprendre l'alphabet dès 18 mois à 2 ans, très jeunes, quoi, ou apprendre Mozart. Vous êtes encore là, Gaël? Oui. Parce qu'on peut se dire, mais ces enfants-là, est-ce qu'ils vont être plus intelligents plus tard? C'est vrai qu'on les stimule pour leur apprendre l'anglais dès la maternelle, etc. Tout à fait. Il y a vraiment une course à la stimulation et c'est vrai que pendant une période, on a cru
que ça permettait de nourrir l'intelligence des enfants. Et j'ai vu un petit enfant de 4 ans qui pouvait déjà lire le chinois. C'était très spectaculaire. Mais finalement, on se rend compte qu'au bout du compte, ça ne rend pas guère plus intelligent. On peut se rappeler toujours du grand exemple d'Einstein. Il n'est pas le seul qui n'a parlé qu'à 4 ans. Et donc, il n'a pas du tout été, lui, dans un bain de surstimulation. Il a juste appris à désobéir. Il a appris à prendre des risques. Qu'il a appris ses parents lui ont permis d'être différent et son côté désordonné lui a été parfois reproché, mais c'est grâce à cela qu'il a pu découvrir tout ce qu'il a découvert. Les jeunes qui ont les résultats scolaires les meilleurs aujourd'hui, ça m'échappe, c'est pas le Danemark, c'est à côté là, la Suède, en Norvège. En Norvège, ils ont vraiment d'excellents résultats scolaires. Leurs enfants ne commencent pas à apprendre quoi que ce soit, à lire, écrire et tout avant l'âge de 7 ans. Et finalement, si on inflige aux enfants, et aujourd'hui, dès la maternelle, on va enseigner à lire et écrire aux enfants, les petites filles, ça va, elles ont un cerveau, elles s'adaptent, elles se soumettent, puis en plus, elles aiment bien faire plaisir aux professeurs. Donc, quand je dis les petites filles, pas toutes, mais la majorité des petites filles peuvent apprendre. Les petits garçons, le cerveau des petits garçons ne fonctionne pas, il se développe pas au même rythme que celui des filles. Et donc, un petit garçon, à 3 ans, n'est absolument pas prêt pour pouvoir, opérer ces apprentissages-là. C'est vrai qu'on dit souvent que les petites filles sont plus mûres que les enfants. Les garçons, je veux dire. Ouais. Alors, sur un certain plan. Les garçons, en revanche, sont plus mûrs sur le côté corporel. Puis après, ça se rattrape au moment des soldes, parce que là, on voit à peu près le niveau de maturité des dames. Mais voilà. Mais ça souligne que ça n'est pas en termes de mieux ou moins bien, mais il est vrai que le cerveau se développe différemment, à un rythme différent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un problème d'enseigner trop tôt les choses. Oui, alors, et peut-être... Non. Elisabeth, après, pour revenir sur une situation très concrète. Juste, je pense que ce qui mène à l'intelligence dont vous parlez dans ce livre, qui est aussi une intelligence émotionnelle, vous parlez d'un quotient émotionnel, c'est de stimuler ce cerveau frontal dont vous parlez en proposant à l'enfant de se poser des questions. Et ça, c'est très intéressant. Exactement. Au lieu de lui dire « mets tes bottes », je vais lui dire « regarde par la fenêtre, quel temps il fait ?» Et l'enfant voit, donc il va dire « il pleut ». Il va mettre ses tongs. Et du coup, on va lui demander « quand il pleut, qu'est-ce que tu mets ?» Et là, l'enfant est dans une dynamique de recherche. Il fait marcher son cerveau frontal, on voit s'activer le cerveau frontal, et il cherche à donner du sens, et il est tout content d'avoir la bonne réponse. Et il va donc mettre les bottes avec grand plaisir. Tandis que si c'est moi qui lui dis « mets tes bottes parce qu'il pleut », l'enfant n'a aucune liberté, pas de plaisir, et donc il va vraisemblablement se rebeller et mettre ses tongs effectivement, et se retrouver dans la rue avec ses tongs en se disant vraiment... Peau de vache, ma maman ou mon papa, il m'a obligé à mettre mes tongs, alors que moi, j'aurais bien préféré avoir mes bottes. S'il mettait ses tongs, s'il mettait ses tongs dans cette situation-là, qu'est-ce que vous faites? Il est possible que cet enfant décide, malgré la pluie, de mettre ses tongs. Alors, ça dépend si c'est une pluie comme aujourd'hui où il fait chaud en même temps, pourquoi pas mettre les tongs. Mais en plein hiver. Mais en plein hiver, c'est vrai que ça peut être problématique. En même temps, dans la réalité, l'enfant n'en arrive à ce point de jeu de pouvoir, parce que là, c'est du jeu de pouvoir, que si nous, adultes, nous nous inscrivons dans le jeu de pouvoir. Donc, ce qui est très important, c'est de ne pas en arriver là. C'est vraiment de se mettre avant dans une dynamique où on va permettre à l'enfant de choisir par elle-même, parce que sinon, on va rentrer dans des conflits terribles. Et donc, si il arrive, il prend qu'est-ce qu'on fait nous? On le laisse sortir avec ça et on lui dit, tu as le droit de rechanger. Je prends les bottes. On prend les bottes à la main. Et au bout de 3 secondes, il va mettre les... Vous imaginez quand vous avez 5 ou 6 enfants... c'est encore mieux, bien sûr, parce que le grand peut prendre les bottes. La patience, toute cette... Les 5 ou 6 enfants... Cette nouvelle approche que vous proposez. Les personnes qui ont 5 ou 6 enfants, ils se disent... ils réalisent, en général, tous me le disent, parce que moi j'en ai que 2, mais que c'est presque plus facile avec 5 ou 6 parce que il y a toute une émulation, les plus petits font la même chose que les grands, etc. Donc finalement, non, c'est multiplié entre 1 et 2
entre 2 et 3, surtout si on a des jumeaux, alors là c'est très très difficile, mais à partir de 3, ça a l'air de se calmer un petit peu, de s'organiser différemment, parce que du coup ça devient un groupe, les enfants. Les grands deviennent un peu un modèle pour les petits Tout aussi. Tout à fait, donc c'est différent. Je vous propose de revenir à une situation un peu concrète, et c'était passé dans une émission de télévision assez célèbre, je vous propose d'écouter. À votre service, quand la radio devient votre radio. Non, non, vous voulez... C'est qu'ils sont normaux. Eh ben, j'ai que ça. Je vais pas te le répéter depuis tout à l'heure. Non, je veux pas de J'en ai pas d'autre. Le caprice se prolonge et Monique cède face à sa fille. Voilà, vous avez peut-être reconnu le ton des émissions de M6, c'était à la grande époque de Super Nanny. Je sais pas si vous étiez cliente, Isabelle Filiosa, de Super Nanny, non? J'avoue que non. Non, bon. En tout cas, l'extrait qu'on a choisi, c'est simplement pour vous dire que c'est une petite fille qui a 3 ans et qui n'a pas eu son bol de céréales avec la marque habituelle. Et donc, elle se rebelle et sa maman, finalement, va céder et va aller acheter le paquet de céréales qu'elle a l'habitude de consommer. Alors, comment est-ce qu'on peut réagir? Qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement? Est-ce que c'est un besoin de rituel de se sécuriser par la même marque, Isabelle Filiosa? Eh bien, tout à fait. Les enfants sont extrêmement conservateurs et ils aiment avoir des repères. Et c'est vraiment utile d'avoir des repères et de... C'est habituel, c'est comme ça, c'est le rituel. Surtout 2 ans et demi. 3 ans, on commence à sortir un petit peu des rituels normalement, mais 2 ans et demi, vraiment, ils adorent les rituels et c'est vraiment important que les choses soient figées. Maintenant, de temps en temps, on n'a pas les céréales. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il y a un autre problème qui se passe avec les céréales, parce que je ne sais pas de quelles céréales il s'agit, mais s'il s'agit des céréales du supermarché, ces céréales provoquent des addictions. Et donc, elles sont pleines de sucre et pleines de choses qui ne sont pas très saines pour les enfants et donc les enfants vont les réclamer parce que c'est une addiction. Et donc là... Et non pas un rituel. Et non pas forcément un rituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'aspect rituel, il y a, et c'est peut-être pour ça que ça déclenche une telle crise, c'est que comme l'enfant s'attend à l'afflux de sucre dans son sang, il y a une anticipation de son corps et donc effectivement il produit déjà des opioïdes dans son cerveau, qui est le système de récompense qui se met en route et donc il éprouve déjà du plaisir rien qu'à voir la boîte de céréales ou à s'attendre à ce que les boîtes de céréales arrivent. Et lorsqu'elle n'y est pas, alors il y a une chute brutale de ces opioïdes qui met le cerveau encore là sous stress intense et l'enfant risque d'entrer dans de l'hypoglycémie et donc avoir des réactions d'opposition, beaucoup de choses que nous appelons des colères, de l'opposition, etc. sont en fait en réalité parce que nous sommes aussi des êtres physiologiques et chimiques, simplement motivés par une chute ou un afflux de sucre dans le sang. Donc les céréales, on évite au petit déjeuner. Je pense que ce serait une bonne idée de cesser de manger des céréales au petit déjeuner et de donner... Mais alors, imaginons, alors oui, dans cette situation, les parents vont interpréter ça comme l'enfant fait une caprice, encore une fois. Alors que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas ça du tout. Et que l'enfant est en train de faire une réaction au sucre, à une dépendance au sucre. Peut-être, je dis, c'est une des possibilités. Là, je n'ai pas beaucoup d'informations. Il se peut aussi, parce qu'on entend dans le petit extrait que vraiment, l'enfant est ronchon depuis le tout début. Donc, ça veut dire qu'il y a vraisemblablement une ambiance stressante de manière générale. Cette maman qui dit, on n'est pas beau, non, et il y a déjà une dynamique d'opposition, donc il y a déjà une insécurité très flagrante. Donc, lorsque l'enfant se sent en insécurité de cette manière, elle va vraisemblablement râler et se plaindre sur à peu près n'importe quoi. L'enfant qui passe une mauvaise journée à l'école va faire une crise sur un biscuit cassé, comme c'est Alita Solta qui parle du biscuit cassé. Tout à fait. Et quand elle va chercher les céréales, ça ne va calmer que très courtement, c'est-à-dire que ça va lui faire son afflux de sucre, etc. Mais il est vraisemblable que cette petite fille va refaire des crises toute la journée. Donc l'idée, c'est de chercher la cause et non pas résoudre les faits. Tout à fait. Alors on va tourner notre page musicale et puis après on abordera d'autres thèmes et puis voir aussi en fonction des âges, parce que les âges et les besoins sont différents, et bien comment est-ce que ça se passe. Et puis il y a un courriel d'auditeur qu'on a reçu, je vous en livrerai lecture dans quelques instants. Comment comprendre le comportement de nos enfants entre 1 et 5 ans? Eh bien on fait le tour de la question
avec Isabelle Fillosa, qui est psychologue et auteur notamment de J'ai tout essayé aux éditions La Tête. C'est pas le premier que vous avez écrit, Isabelle Fillosa. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a il y a Arrête d'embêter ta sœur, je crois. Non, Arrête d'embêter ton frère et laisse ta sœur tranquille. Voilà, c'est un livre d'une collection que je dirige. Voilà. C'est une femme qui s'appelle Elisabeth Créry qui l'a écrit. C'est une américaine. Et je trouvais que on n'a pas suffisamment en France d'outils concrets. On est souvent démunis. On se dit oui, mais si je ne donne pas des fessées, je ne tape pas, comment je vais faire? C'est la seule façon, les punitions, d'éduquer. Et donc je me suis dit c'est vrai que ça ne suffit pas de dire voilà ce qu'il faut pas faire. Maintenant, nous avons besoin d'outils concrets. Et donc aux États-Unis, ils ont développé un certain nombre d'outils. Et là, ce premier livre, il répond à des questions auxquelles moi-même je n'ai pas su répondre. Mes enfants se sont beaucoup disputés quand ils étaient enfants. Et là, elle a et vous l'avez eu après, pas de chance. Et voilà, pas de chance. C'est comme ça. Odile Danger nous a appelé. Elle nous dit que ma petite fille de 2 ans et demi, malgré le rituel, on parlait du rituel, l'importance du rituel tout à l'heure pour ses enfants, malgré le rituel du coucher, alors le conte, faire pipi, se laver les dents, la chanson, les câlins, malgré tout ça, c'est jamais fini. Elle hurle pour que ça continue, sauf si son papy arrive. Alors là, elle s'arrête, mais le papy il est pas toujours là. Alors la maman dit ça me fatigue beaucoup, c'est infini et cette colère est terrible. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Alors, j'ai là encore un peu trop peu d'informations pour comprendre. C'est-à-dire que ce rituel, mais on a l'impression que c'est jamais fini. Ah oui, mais est-ce qu'elle a peur de la nuit, en fait, tout simplement? Comment on pourrait peut-être l'expliquer? Ça peut être la peur de la nuit, je n'en sais rien, mais à ce moment-là, il s'agirait de comprendre qu'est-ce qui fait que cette petite fille-là, spécifiquement, a peur de la nuit. Mais si elle fait une très très grosse crise à chaque fois, c'est devenu une partie du rituel. C'est-à-dire que le rituel, c'est pas seulement le rituel que nous on met en place, mais si dans le rituel l'enfant a installé qu'elle crie et que du coup maman câline et qu'elle recrie et que maman câline, ça fait partie du rituel avant de s'endormir. Donc elle a petit à petit besoin de tout ce rituel pour s'endormir. Alors comment casser, parce que la maman n'en peut plus apparemment. Et ben voilà, et ce qui est intéressant, c'est le papy arrive. Alors qu'est-ce qu'il fait le papy qui peut-être simplement ça modifie le rituel. Et donc du coup, alors peut-être elle pourrait modifier l'heure du coucher. Non plus. Mais voilà, elle a installé un rituel, mais qui ne fonctionne pas. Ou peut-être la petite fille a ajouté dans le rituel les cris et les hurlements que nous on veut plus voir dans le rituel. Donc peut-être qu'il y aurait à remanier entièrement le rituel et à mettre l'histoire avant le pyjama ou je sais pas, enfin modifier les choses de manière à ce qu'on soit plus. Non, ça va pas. Vous nous expliquez l'importance du rituel, mais ça va déstabiliser les enfants. Oui, mais reconstruire un autre rituel dans lequel il n'y ait pas les cris et les hurlements, quoi, parce que ça nous plaît pas, quoi. On veut pas déclencher ça à chaque fois. Mais vous dites bien qu'il y a un âge où l'enfant est vraiment à cheval sur le rituel. Quand on va mettre des chaussettes au lieu de mettre le t-shirt en premier, on change son rituel à lui. Alors qu'il est trop petit pour vous dire, il sait même pas pourquoi il s'énerve. Mais il y a quelque chose qui va pas, qui n'est pas comme d'habitude. Et ça stimule du stress, ça crée du stress chez cet enfant-là. Tout à fait. C'est pour ça que c'est vraiment très important. Mais en même temps, on peut utiliser les rituels pour un certain nombre de choses. Mais puisque ça satisfait l'enfant, c'est important de le respecter. Mais si on se rend compte que dans le rituel il y a des choses qui ne vont pas, voilà, j'ai vraiment besoin d'enlever quelque chose. Oui, mais le sommeil est vraiment un moment de séparation en même temps. Hein, c'est la notion de séparation qui n'est pas évidente pour l'enfant peut-être parfois à vivre aussi. C'est vrai. Et bon, 2 ans et demi, ça commence à être un âge où il commence à pouvoir se séparer plus facilement. Mais peut-être qu'il y a quelque chose aussi. C'est pour ça que je peux pas vraiment répondre à ce qui se passe pour cette petite fille-là. Mais peut-être que la maman anticipe le moment. Est-ce qu'elle va encore me faire une crise ce soir? Et du coup, la petite fille sent que sa figure d'attachement n'est pas 100% disponible, que la figure d'attachement est stressée, et donc du coup, ça va la faire crier. Donc voilà comment on entretient les choses. Donc vraiment, c'est important pour la maman, pour Odile. Alors peut-être de faire que ce soit le papy pendant quelques jours qui vient la faire dormir, peut-être le papa, s'il y a aussi un papa, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas là systématiquement, qu'elle donne, elle, l'attachement avant. Je prends de l'attention complète avec l'enfant, peut-être un jeu avec l'enfant. Quelquefois, on fait seulement le rituel, mais avant, on est occupé à plein des tas de choses. Et donc, ça veut dire que peut-être le rituel n'est pas suffisamment long, et peut-être que l'enfant est encore en carence parce qu'elle a plus de besoins, peut-être parce que... alors aussi, est-ce qu'elle vient de faire une acquisition? Quand on vient de faire une acquisition, on va avoir beaucoup plus de mal à se séparer. Donc, on va
va être plus excitable, c'est plus difficile de s'endormir. 2 ans et demi, ça dépend aussi l'âge, à quelle heure elle se couche. Très souvent, les enfants à partir de 2 ans et demi commencent à se coucher beaucoup plus tard. La mélatonine, la sécrétion de mélatonine se décale et c'est plutôt vers 10h, 11h que l'enfant est fatigué et peut s'endormir. Donc, si jamais, je ne sais pas à quelle heure Odile couche sa fille, mais quelquefois, on veut coucher son enfant à 8h, parce qu'on entend que c'est à 8h qu'il faut se coucher. Donc, à 8h, alors en plus, il y a le papa qui est en train de regarder les infos, il y a plein de choses qui se passent dans la maison, et je sais que je vais m'ennuyer dans mon lit pendant un petit moment, donc je peux pas m'endormir tout de suite, donc 10h, je préfère... c'est tard. Si on commence le rituel plus tôt, peut-être il va s'endormir plus tôt. Non, parce que la sécrétion de mélatonine, elle est fixée pour chaque personne à une heure spécifique. Donc, nous avons des enfants, nous sommes soit du soir, soit du matin et toutes les heures. Et la sécrétion de mélatonine, nous n'avons pas de contrôle dessus. Personnel. Donc, on peut faire en sorte, bien sûr, ça c'est très important, de baisser le nombre de stimuli à partir de 19h, 20h. On commence à baisser les stimuli et on va rentrer dans un cocon, faire notre rituel. Mais ça ne suffit pas toujours parce que si la mélatonine n'est pas là, tout simplement l'enfant n'arrive pas à s'endormir. Mais ce que j'entends aussi dans ce témoignage, c'est que on ressent que l'enfant demande une chose, demande une autre, et puis à un moment où nous on doit dire stop. Hein, vous dites bien qu'il faut pas dire non aux enfants. C'est vrai qu'on n'a pas eu tellement de temps d'en parler, mais que le stop c'est peut-être aussi important de donner une limite à nous-mêmes aussi, parce qu'au bout d'un moment on est épuisé aussi en tant que oui, sauf parent. que nous ne savons pas à quoi nous disons stop, nous ne savons pas exactement pourquoi. C'est-à-dire que l'enfant qui cherche à repousser le coucher, on ne sait pas pour quelle raison, en carence d'attachement, non, mais donc on a à comprendre ce qui se passe. Donc, est-ce que c'est une question de mélatonine d'horaire? Est-ce que c'est une question d'insécurité? Est-ce que c'est une question parce que nous on est de plus en plus énervés, donc ça l'énerve. Si elle a peur de quelque chose. On peut tout à fait lui parler, lui demander, mais elle ne va pas forcément en être consciente, parce que si elle en était consciente, elle l'aurait dit depuis un petit peu avant. Donc effectivement, on pourrait faire un moment avant le rituel du coucher, faire un moment où on dessine ensemble. On fait dessiner l'enfant et on lui dit de dessiner toute sa journée. Comme ça, la journée elle est posée sur le truc. On va faire des choses pour aider à petit se séparer pour la nuit. Alors moi, ce que je vous propose, parce qu'on arrive malheureusement au terme de cette émission, il y a encore beaucoup de choses à dire, c'est peut-être de reprendre peut-être rapidement, en fonction de l'âge, quelles sont les demandes des enfants, les besoins des enfants. On se retrouve dans quelques petites secondes. Votre service, RCF. Voilà, alors très rapidement, on peut peut-être donner quelques repères, Isabelle Filiosa, concernant les périodes différentes de l'enfant. De 12 à 18 mois, qu'est-ce qui se passe? L'enfant explore, il explore son environnement et il n'a pas encore la capacité d'inhiber ses actions. Donc c'est inutile à ce moment-là de lui dire ne pas ceci, cela. Vraiment, on dit stop, on dit pas non, on dit stop pour interrompre son comportement pour ce qu'on ne veut pas qu'il touche. 18-24 mois. 18-24 mois, c'est la période, alors certains disent des bêtises, c'est la bêtise parce que en fait, effectivement, l'enfant n'a pas encore conscience de ce qu'il fait. Et les parents, souvent, nous ne pensons pas à donner des consignes. En même temps, c'est vraiment une époque où l'enfant ne fait pas de bêtises si on est avec lui. Or, c'est une époque où on a vraiment besoin d'être avec les enfants. On a toujours l'impression que notre enfant est suffisamment grand pour s'occuper de lui tout seul. Mais non, on ne peut pas faire la cuisine pendant qu'on laisse son enfant tout seul dans sa chambre parce que à ce moment-là, il va évidemment décorer, ça c'est plutôt vers 3 ans, dessiner sur les murs ou sur la lampe. Et c'est un enfant de 18 mois à 2 ans a vraiment besoin d'être avec une surveillance. De 24 à 30 mois. Alors c'est là qu'il va faire le plus des explorations dans le genre créatif, découper les rideaux et compagnie. Et donc ça signifie que c'est effectivement un moment où il a besoin encore, malgré qu'il ait l'air d'être grand et qu'il veuille faire tout le temps tout seul, eh bien c'est un moment où il a besoin aussi d'être accompagné. Donc on essaie peut-être d'aménager la maison aussi en fonction. Tout à fait. 2 ans et demi à 3 ans, qu'est-ce qui se passe? 2 ans et demi. Il veut tout de suite. Il veut tout de suite. Enfin, ça, c'est ce que nous croyons. Parce que là encore, l'enfant dit « je veux » pour toutes sortes de choses. Il va dire « je veux », mais en fait, pour dire « j'aimerais »,« je pense à »,« j'imagine »,« je me fais des images de »,« tu te rappelles, papa, la cerise qu'il y avait sur le gâteau », ça ne veut pas forcément. Donc, « je veux une cerise » peut vouloir dire « tu te rappelles la cerise qu'il y avait hier » ou alors « demain, la cerise ». L'enfant a cette
cet âge-là, n'a pas encore de notion de hier, demain, compagnie. Et quand tout ce qui est l'imaginaire ou la réalité ne fait pas la différence, il dit je veux pour tout ça. Donc nous avons à décoder et à ne pas croire quand l'enfant dit je veux des céréales qu'en réalité il veut des céréales. Donc on peut lui dire. Donc on peut lui dire ah tu aimerais ou tu penses à des céréales. Oui, au lieu de tu l'auras pas de toute façon. Voilà. Et donc je veux ma maman. Ah tu es en train de penser à ta maman. Tu aimes beaucoup ta maman. Raconte-moi ta maman. Qu'est-ce que tu penses qu'elle est en train de faire ta maman là tout de suite? Au lieu de ça, mais non ta maman tu sais bien qu'elle va revenir tout à l'heure, etc. Et qui ne fait que mentir. Alors je voudrais juste conclure en disant il y a un auditeur Jean-Luc qui nous dit que finalement il adhère pas trop à vos théories. Si l'enfant ne peut pas comprendre, d'abord il l'explique et puis si il veut pas comprendre, eh bien on passe à un autre niveau, c'est la sanction et la fessée qui marque l'autorité du parent, de l'adulte. Je ne vois pas comment apprendre autrement le respect de l'adulte et ça doit s'apprendre dès le plus jeune âge. Donc la fessée finalement. Alors déjà adhérer à une théorie, c'est vrai que c'est très difficile quand on a toute sa vie été baigné dans une théorie de adhérer à une autre et donc vraiment c'est important de ne pas adhérer et de tester ce que je propose. Parce que c'est vrai que c'est révolutionnaire, c'est vrai que ça va à l'encontre de tout ce que nos parents nous ont toujours dit, de tout ce qu'on a entendu de partout et de tout ce qu'on entend encore aujourd'hui sur la plupart des radios. Merci de me permettre de dire, d'avoir une autre il trouve voix. Que les parents sont beaucoup trop permissifs, donc c'est pour ça qu'il y a un laxisme. C'est effectivement le langage actuel. En même temps, si vous écoutez ce langage et qu'on revient il n'y a serait-ce que 50 ans, eh bien c'est ce qu'on disait aussi vis-à-vis des femmes. Et on disait, si vous voulez avoir une femme obéissante, quel autre moyen vous pouvez avoir que de la frapper? Et c'était naturel, c'était normal, c'était quelque chose qu'on pouvait faire. Je relisais récemment un livre, j'oublie le nom tout de suite, mais vraiment, c'était pareil. Donc aujourd'hui, nous en sommes culturellement là, encore à croire que les enfants n'ont pas d'âme, que les enfants n'ont pas une personnalité et qu'on peut leur taper dessus comme si c'était des objets. Voilà, les femmes, on a réussi à montrer que nous étions des êtres humains. Les enfants vont gagner ça. On vous dira qu'une fessée n'a jamais fait de mal à personne. Et puis, surtout pas aux parents qui peuvent se défouler un peu. Voilà, c'est ça. Ça fait surtout du bien aux parents, mais ça ne sert que aux parents. Et en fait, ça montre quoi qu'en fait, très mal. Et même, monsieur, vous avez oublié ça parce que vous me l'avez lu en entier, le mail tout à l'heure. Le mail dit « j'en ai souffert ». Donc, c'est quand même important d'entendre ça. J'en ai un certain nombre de mauvais souvenirs. Aujourd'hui, je ne regrette rien de cette éducation stricte. Et oui, bien sûr, mais il y a les mauvais souvenirs. Et les mauvais souvenirs, ce sont des blessures. Alors on arrive au terme de cette émission, Elisabeth. Le temps est passé très vite, c'est trop court. On aurait bien aimé détailler plus certaines situations concrètes. On peut peut-être rappeler les coordonnées, les titres. Oui, donc j'ai tout essayé d'Isabelle Filiosa chez JS Lattès. Illustré par Anouk Dubois, il faut bien la mentionner parce que les dessins sont vraiment excellents. Et puis un livre qui vient de sortir dans la collection d'Isabelle Filiosa présente. Arrête d'embêter ton frère, laisse ta sœur tranquille, chez Lattès toujours. Donc c'est Elisabeth Crary. Voilà. Et puis Merci vous êtes aussi voilà, vous donnez plein de conférences, on peut vous retrouver un peu partout. Puis vous êtes aussi demain soir, je vais être à Romans. À Romans, donc en Isère. Ce soir, Romans en Isère. Donc vous avez un site aussi, on peut vous suivre. Tout à fait, filiosa.net. Voilà, filiosa.net. Et puis vous êtes été publié assez récemment dans Famille chrétienne aussi, sortir du tout autorité. Merci Isabelle Filiosa, merci Elisabeth Martineau. On se retrouvera la semaine prochaine pour À votre service. Alors là,